Bonjour à tous, vous connaissez déjà la nouvelle si vous êtes avec nous pour ces émissions spéciales du journal télévisé. Le roi est décédé hier soir d'un arrêt du cœur. Il allait avoir 63 ans le 7 septembre prochain. C'est en Espagne, dans la propriété Astrida de Motril, à 70 km de Grenade, que le souverain se serait senti mal hier soir vers 21h, 21h30. Un médecin espagnol, un spécialiste des problèmes cardio-pulmonaires, s'est immédiatement rendu à son chevet, mais en vain. La mort du roi n'a été annoncée que peu après minuit en Belgique. L'agence de presse espagnole F1 et l'agence France Presse avaient été les premières à l'annoncer. C'était il y a tout juste 30 ans. La Belgique apprenait le décès de celui qui fut son roi depuis plus de 40 ans. L'émotion fut immense dans tout le pays en ce tout début du mois d'août. Et aujourd'hui, une RCF vous propose de revivre ces 42 ans de règne et de redécouvrir la personnalité du roi Baudouin. Nous serons ensemble pour vous replonger dans notre histoire nationale à l'aide d'invités exceptionnels tels que le professeur d'histoire contemporaine à l'Université catholique de Louvain, Vincent Dujardin, Sarah Pousset, journaliste et réalisatrice d'un documentaire sur le roi Baudouin, ainsi que le journaliste et chroniqueur au Soir et à la Libre Belgique Christian Laporte, spécialiste de la famille royale, et l'amiral Charles Thibault de Mézières, aide de camp et officier d'ordonnance du roi Baudouin, interviewé par notre journaliste Eric Cooper. Mais qui était vraiment notre roi Baudouin, le 5e souverain de notre pays ? Le cardinal Danneels s'en fit un portrait éloquent le jour de ses funérailles à la cathédrale de Bruxelles, où se réunirent pas moins de 44 chefs d'État et une population indénombrable. Écoutons cette archive audio. Ce fut un roi selon le cœur des hommes. Il nous aimait. Et nous l'aimions. Sa mort a suscité dans le pays une profonde émotion et une immense reconnaissance, car la mort du roi a réveillé ce qu'il y a de plus précieux dans chacun de nos cœurs. Paradoxalement, cette semaine de deuil nous a rendus tous un peu meilleurs. Ce fut un roi selon le cœur des hommes, selon notre cœur. Cet homme discret, silencieux, toujours souriant, infiniment délicat, avait un cœur large comme les sables le long de la mer. Il y cachait toutes les joies et les souffrances de son pays et de son peuple. Cet homme portait en lui-même une chaleur et une capacité d'écoute et d'empathie à peine imaginables. Oui, à l'exemple de David, le grand roi de la Bible, le roi Baudouin a été le berger de son peuple. Il privilégiait les petits, les pauvres, les laissés pour compte. Et surtout ces derniers mois, il les recherchait. Voilà, nous recevons Christian Laporte, journaliste et puis surtout observateur et passionné par la famille royale, principalement 3 rois avec lesquels vous avez travaillé de très près. Bonjour Christian Laporte. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous parlons évidemment de la figure du roi Baudouin, 30 ans après son décès le 31 juillet 1993. Qu'est-ce que la Belgique, à votre avis, doit à ce roi, doit à son souverain Baudouin après 42 ans de règne ? Mais je pense qu'après 42 ans de règne et une vie, hélas, un peu trop courte, puisqu'il n'a pas pu atteindre ses 63 ans, et qu'il a beaucoup contribué à rapprocher les populations de ce pays, à un moment où la Belgique était quand même en proie à une certaine prurite séparatiste à l'époque, et finalement, il a bien pu infléchir un peu le cours lui-même de tout cela. Par exemple, lorsqu'en 1976, pour les 25 ans de son règne, il a tenu un plaidoyer très fort pour le fédéralisme d'union, où oui. Il avait expliqué que fédérer, c'est unir, c'est pas séparer. Et de fait, d'après le latin fedus, traité, donc c'est rapprocher les gens plutôt que de les diviser. Et c'est un peu ça qui est resté et qui a tellement frappé au moment de sa mort et dans la semaine qui a suivi. Je parle souvent d'une semaine sainte, à la fois symbolique et à tous les égards, parce que
c'est pendant cette semaine-là qu'on s'est vraiment rendu compte qu'on avait perdu quelqu'un d'exceptionnel, un très grand fédérateur et qui n'avait vécu finalement, qui avait consacré toute sa vie à son pays. Nous allons écouter à ce sujet un extrait du discours du 21 juillet 1993, prononcé par le roi lui-même, 10 jours avant son décès. Et c'est une archive récupérée dans le documentaire d'RTL TVI, Baudouin, les derniers jours, diffusé en juin 2023. La Belgique est désormais un État fédéral. La réforme de l'État étant votée, il est indispensable qu'une paix communautaire durable puisse à présent s'installer et que nous puissions unir nos efforts pour faire face ensemble à d'autres défis auxquels nous sommes confrontés. Voilà, en compagnie de Sarah Pousset, vous avez travaillé sur la production d'un documentaire sur la vie, l'héritage du roi Baudouin. Bonjour Sarah Pousset. Bonjour Yves. Alors tout d'abord, peut-être est-ce qu'il y a un élément clé qui revient pour vous pour qualifier ce règne du roi Baudouin ou bien le souverain lui-même? Un élément clé, un élément fort qui revient pour vous? Eh bien, je dirais que parmi les témoignages que j'ai pu recueillir, la plupart des gens me parlaient toujours du regard du roi Baudouin, que ce soit des ministres avec qui il a travaillé, mais aussi des personnes qui ont été plus proches de lui. Tout le monde me parlait vraiment de ce regard perçant qu'il avait, qui pénétrait en vous. Quand il vous parlait, quand il vous serrait la main, il vous regardait vraiment. Il y avait une attention très particulière pour les gens. Et c'est vraiment un élément qui est revenu parmi presque tous mes témoignages, tous les témoignages que j'ai pu récolter. Donc je pense que c'était vraiment quelque chose qui marquait les gens. C'est un souvenir qu'ils ont vraiment gardé du roi Baudouin. Lors de ses visites à travers le pays, on le voyait souvent avec la reine flâner en compagnie des gens simples ou des enfants, penchant la tête et l'oreille pour les écouter. Et par son sourire, il accueillait leurs confidences. Et il les gardait dans son cœur comme la Vierge Marie. Comme elle, il disait d'ailleurs toujours oui. Y a-t-il quelqu'un dans ce pays qui a dit oui aussi souvent que le roi? Et dans des circonstances aussi dures? Nous sommes en compagnie de Vincent Dujardin, professeur d'histoire contemporaine à l'Université catholique de Louvain, et nous allons aborder avec vous la personnalité du souverain. Bonjour, professeur Dujardin. Bonjour. Finalement, que lui doit la Belgique aujourd'hui avec 30 ans de recul après son décès, après le règne du roi Albert? Il parlait le 21 juillet dans son dernier discours, le roi Baudouin, il évoquait la paix communautaire après ces différentes réformes de l'État. Que lui doit-on en Belgique? Que lui doit le pays au roi Baudouin? Je pense la restauration de l'image de la famille royale. Oui. Je pense une autorité morale qui permette un rayonnement à l'étranger. Je pense aussi un engagement sur le plan social qui a marqué, comme on l'a vu avec les témoignages de ses funérailles, y compris celui d'une prostituée philippine. Je pense aussi qu'il a pu contribuer à inscrire la Belgique résolument dans l'ère des alliances en suivant désormais son gouvernement, contrairement à son père. Du temps de son père, il y avait deux politiques étrangères. Mais là, il y avait unicité de voix entre le chef de l'État et le gouvernement. Et alors, il a pu constituer du coup un réseau dans la foulée à l'étranger et contribuer au rayonnement de la Belgique à l'étranger, y compris dans les organisations internationales. Oui. C'est pas par hasard qu'à l'ONU, on demande à la reine Fabiola de s'investir dans le bien-être des femmes rurales, parce que voilà, il y avait un rayonnement du couple, en fait. En réalité, penser au roi menait aussi à la reine. Non pas que la reine joue un rôle politique, elle n'a jamais joué de rôle politique, jamais. Même pas sur la question de l'avortement, c'est vraiment une décision du roi. Ouais. Mais effectivement, l'unité du couple était perçue à l'étranger, et on voit le secrétaire général de l'ONU demander à la reine Fabiola de jouer un rôle. Et je pense que ses successeurs ont bénéficié de ces liens avec l'empereur du Japon, par exemple. Pour des pays plus lointains, pour les pays européens, c'est moins important. Ils soient tout le temps dans le cas de l'Union européenne, mais je pense à la Chine, je pense au Japon, je pense bien sûr aux monarchies du Golfe, je pense à des pays d'Amérique latine, où là il a pu tisser des liens
qui ont été bénéfiques pour le pays et donnent vraiment l'image d'une monarchie jeteur de pont, favorisant l'union dans la diversité et d'une monarchie institution avant tout humaine au service des gens. Le roi a beaucoup souffert. La souffrance était sa compagne dès son plus jeune âge et tout au long de sa vie. Elle ne l'a jamais quitté. Mais elle l'a fait mûrir, elle l'a transformé, elle lui a donné une capacité rare de compassion. Elle a trituré son cœur, comme le meunier triture le froment pour en faire le bon pain du peuple. Mais par ses blessures, n'a-t-il pas guéri les nôtres? Grâce à ces souffrances, la paix communautaire dans notre pays n'a jamais été gravement perturbée. Ces meurtrissures ne nous ont-elles pas rapprochés les uns des autres? Son silence n'a-t-il pas tempéré nos violences verbales? Ces conversations et le va-et-vient de ces patiences n'ont-ils pas rapproché ceux qui risquaient de s'ignorer de plus en plus chaque jour? N'est-ce pas grâce à sa présence discrète, à sa charité politique, que la Belgique a pu prendre ce tournant de son histoire qu'est la fédéralisation dans la paix et le respect de la démocratie, comme le roi le disait encore ce 21 juillet dernier, non sans une certaine fierté. Oui, le roi a souffert. Pour lui, être roi, c'était servir la vérité et souffrir pour son peuple. L'amiral Charles Thibault de Mézières a été aide de camp et officier d'ordonnance du roi Baudouin. Il raconte au micro de notre journaliste Éric Cooper. Qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler avec le roi Baudouin? Est-ce que ça vous a changé? Ça a changé certaines de vos façons de voir? Oui. Cet homme était tellement remarquable qu'on ne pouvait pas ne pas devenir meilleur. Je ne dis pas que je suis très très bon, mais l'exemple était tellement extraordinaire. Vous allez rire, mais souvent, je me disais, quand j'avais des questions pour moi-même personnellement, qu'est-ce que je dois faire, ceci ou cela, je me disais, qu'est-ce que le roi Baudouin ferait, ou qu'est-ce qu'il aurait fait. Il aurait sans doute fait ça, et c'était donc la voie à suivre. C'est aussi un peu drôle ce que je vais dire, mais j'appelais le roi sire, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on appelle le roi. Eh bien, parfois, quand je priais le Seigneur, je me trompais, et au lieu de dire Seigneur, je disais sire. Pour vous dire, pour moi, c'était vraiment le modèle par excellence de l'humain chrétien, mais de l'humanité. Il était très humain, quoi. Et très simple, en réalité. Il était très simple, très facile d'accès. Il avait un humour très fort. Il aimait bien de dire des choses amusantes, quoi, vraiment. Ouais. Quand j'ai été à Motril, une année, c'était pour les vacances de Pâques, donc c'était la semaine sainte. Eh bien, très honnêtement, monsieur, je vais vous dire ceci. Je n'ai jamais vu quelqu'un, laïque ou prêtre, qui vivait la semaine sainte de cette manière-là. C'était extraordinaire, impressionnant. D'ailleurs, il allait tous les jours à la messe. Tous les jours. Il avait dans son appartement à Laeken une petite chapelle pour le roi et la reine, et l'aumônier venait, c'était le père Verhaeghe, l'aumônier privé du roi, qui venait dire la messe. Et le dimanche, c'était dans la chapelle du château, où tout le monde, enfin moi j'allais aussi à la messe, le personnel qui était là le dimanche pouvait venir à la messe avec eux, mais tous les jours c'était là. Et même si le roi était en voyage à l'étranger, l'ambassadeur était chargé d'organiser une messe. Tous les jours, il y avait la messe, tous les jours. Avant de commencer sa journée, il commençait par la messe. Revenons au tout début de son règne pour comprendre l'évolution d'une personnalité hors du commun. Répondant aux vœux du Parlement, le prince Baudouin accepte les hautes fonctions qui lui sont échues. J'incite son Altesse royale
le prince royal a prêté le serment constitutionnel. Vive la République! L'Assemblée réagit immédiatement par des acclamations frénétiques à l'adresse du prince royal. Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Avec Vincent Dujardin, professeur d'histoire contemporaine. Alors, à sa montée sur le trône en 1951, le contexte n'est pas très heureux. C'est la fin du temps de la question royale. Le Premier ministre, au sortir de la guerre, Achille Van Acker, avait émis des conditions pour le retour du roi Léopold III. Il y a eu un référendum organisé qui donnait le oui au retour du souverain, gagnant à près de 57%. Mais malgré cela, et suite à des troubles qui allaient mener le pays vers la guerre civile, le roi a fait le choix d'abdiquer, laissant ainsi la place au prince Baudouin. Alors donc c'est un début de règne qui n'est pas facile. Au moment où il prête serment, on entend ce cri de Julien Lahaut « Vive la République ». Peut-être, moi j'ai envie de vous demander, mais dans quel état d'esprit est-ce que le roi, au début de son règne, va-t-il déployer sa personnalité politique entre sa prestation de serment et puis son mariage en 1960 qui vient vraiment, je dirais, transformer sa personnalité? Je dirais qu'entre 1950 et 1960, ce n'est pas le vrai roi Baudouin. C'est un homme qui n'aime pas son métier. C'est un homme qui se sent parricide. Pour lui, le vrai roi, c'est son père. Et d'ailleurs, lorsqu'en 1952, le ministre de l'Instruction publique, Pierre Armel, pour lui être sympathique, vient lui présenter une photo du roi Baudouin en lui disant « Sire, je serais tellement heureux si vous voulez bien dédicacer pour moi la photo du roi ». Baudouin lui répond « Monsieur le ministre, si vous souhaitez une photo dédicacée par le roi, il faut le demander à mon père ». Donc pour lui, en 52, le vrai roi, c'est encore son père. Les Belges ont été injustes à son égard. Il ne mérite donc pas son sourire. C'est pour ça qu'on le qualifiera de roi triste. C'est aussi une période de diarchie. C'est une période où l'influence du père sur le fils est encore énorme. Oui. C'est une période durant laquelle le roi Baudouin est plus ou moins eurosceptique, sous l'influence de son père qui est encore emporté dans sa politique de neutralité qu'il a conservée jusqu'à la fin de la guerre et même après la guerre. Donc Baudouin est contre la CECA, en tout cas pas enthousiaste du tout. Même chose pour l'armée européenne, le projet CED, de Communauté européenne de défense. Oui. Même chose pour les traités de Rome. 3 jours avant la signature des traités de Rome, il demande au Premier ministre Achille Van Acker de reporter cette signature parce que le Congo était maltraité dans le fameux traité d'association avec les pays et territoires d'outre-mer. Et c'était vrai. Mais de là à reporter la signature des traités de Rome, c'était quand même énorme. Il faut tout le tact de Jean-Charles Snoy, un des 2 signataires belges, en qui il avait grande confiance, était secrétaire général du ministère des Affaires économiques, pour convaincre le roi Baudouin de finalement quand même déléguer la signature, donc donner les pouvoirs à Paul-Henri Spaak de signer au nom de la Belgique les traités à Rome en 1957. Donc, vous voyez, c'est un roi qui a un début de règne quand même assez difficile. Oui. Tout de suite, quand même estimé pour son sens du devoir. Ça, oui. Les ambassadeurs étrangers, les journalistes belges aussi d'ailleurs, saluent son sens du devoir, ont finalement de l'estime pour ce jeune homme qui avait 20 ans, n'oublions pas, en 1950, oui. Et qui fait tout ce qu'il peut pour exercer les fonctions qui lui incombent de la meilleure façon qu'il soit. Et une vie de jeune adulte déjà marquée par la souffrance vécue dans l'enfance. La vie du roi Baudouin a été marquée par la souffrance. Il n'a pas 5 ans quand il perd sa mère. Il a 10 ans quand éclate la Seconde Guerre mondiale. Il a 14 ans quand c'est l'exil. Il est contraint d'abord à la déportation. D'abord à la déportation en Allemagne en 1944, et puis rapidement à l'exil en 1945, jusqu'en 1950. Et quand il revient, c'est pour des émeutes, le sang coule, il y a 4 morts et son père doit abdiquer. Est-ce qu'on a failli perdre déjà la monarchie au retour de la guerre ? Non, je pense que la monarchie n'a jamais été en danger. La meilleure preuve, c'est qu'au pire moment de la question royale,
au moment de la consultation populaire, Paul-Henri Spaak dit au bureau du Parti socialiste qu'il ne faut pas demander aux Belges de voter entre la monarchie et la République. Il dit qu'il sait que les sentiments républicains du parti sont taquinés par sa déclaration, mais il dit que si on demande aux Belges de choisir entre monarchie et République, ils sont perdus. Tandis que si on demande de choisir entre Léopold III ou pas Léopold III, ils ont une chance. Évidemment, Léopold III l'a emporté quand même avec 57%, mais on le sait avec des grandes divergences nord-sud. Et à Bruxelles, il était minoritaire aussi, donc 2 régions sur 3, et c'est ainsi qu'il y a eu les émeutes. Je voudrais vous proposer de revenir un petit peu sur ces différences père-fils, donc avec le roi Léopold III, que l'on disait très engagé, voire un peu trop dans les affaires du gouvernement. Baudouin, en fait, par qui va-t-il être formé au moment où il arrive? Il a 20 ans. Qui sont un peu ses mentors, les personnes qui sont dans son tout jeune cabinet, finalement? Mais quand il arrive, il n'est pas formé. Et en réalité, je disais qu'il avait 20 ans et il n'avait tout même pas. Il arrive en août et que son anniversaire est en septembre. Mais donc, il avait 19 ans en réalité, pendant un mois, en tout cas au début de son règne, en tant que prince royal d'abord et puis en tant que roi. Et donc, ceux qui l'influencent à ce moment-là, c'est la vieille garde de son père. Des gens comme Jacques Pirenne, le général Van Overstraat, et donc des personnalités qui sont encore dans une autre Belgique, dans un autre environnement. Et ça va durer jusqu'en 1960 avec l'arrivée alors de quelqu'un comme André Molitor. Il y a tout de même des jeunes ministres comme Jean Rey, Pierre Armel, avec qui il va se lier quand même, surtout Pierre Armel, d'amitié. Ce sera vraiment le ministre le plus proche du roi jusqu'au décès du roi en 1993. Pierre Armel a encore conseillé le roi Baudouin au moment de la crise de l'avortement, par exemple. Le roi Léopold III décède en 1983 après s'être retiré au château d'Argenteuil. Comment est-ce que ses relations avec son fils Baudouin vont-elles se poursuivre jusqu'à sa mort? Est-ce qu'il reste quand même une relation compliquée? Le roi Baudouin s'étant un peu senti infantilisé en début de règne? Non, le problème, c'est pas son père, le problème, c'est la belle-mère. Ah oui. Et s'il y a une rupture en 1960, c'est à cause de la princesse Liliane, qui d'ailleurs va engendrer une rupture non seulement avec le couple Baudouin-Fabiola, mais aussi Albert et Paola et Joséphine Charlotte, qui est la grande-duchesse du Luxembourg, l'épouse du grand-duc Jean. Et c'est là que résidait en fait le problème, qui va survenir déjà au moment du mariage du prince Albert avec la princesse Paola. Et donc, c'est vrai qu'après 1960, pendant plusieurs années, il ne verra plus son père. Puis, il le verra en cachette au Stuyvenberg, chez la reine Elisabeth, à plusieurs reprises. Et puis, parfois, il ne le verra pas en cachette, rapport à la princesse Liliane. Par après, il ne se voyait plus en cachette. Et tout se passait de façon plus simple, mais ce ne fut plus jamais non plus des relations pleinement harmonieuses. C'est-à-dire, on voit un roi Baudouin très marqué au moment du décès de son père, et ce fut d'ailleurs une de ses souffrances. Christian Laporte évoque le début de règne de Baudouin et ses relations politiques. Mais c'est vrai qu'au moment où le roi monte sur le trône, d'abord, les tensions linguistiques et communautaires ne sont pas encore aussi exacerbées, mais elles vont le devenir rapidement, puisque toute la décennie 60, c'est les lois linguistiques, c'est l'appel à plus d'autonomie de la Wallonie, etc., et donc aussi de la Flandre, bien sûr. Et donc, ça va vraiment le marquer très fort. Au point de départ, il n'est pas pour. Au point de départ, il n'est pas pour. Il souffre, par exemple, beaucoup de la séparation de l'Université catholique de Louvain en section néerlandophone et francophone, et encore davantage, certainement, du Wallenbuiten, qui en était 68, une manière un peu raciste, quand même, quelque part, comme slogan. Et donc, ça l'a fait souffrir, mais ce qui est remarquable, c'est que progressivement, il s'est adapté à cette nouvelle réalité, d'abord parce qu'il n'y en avait pas d'autre. Il fallait réagir très vite pour l'université à ce moment-là. L'université l'a fait avec beaucoup de sagesse, en anticipant réellement l'aventure. Et là, deux hommes ont vraiment dominé. C'est Michel Watrin, l'administrateur général de l'époque,
et c'est le comte Yves du Monceau, le bourgmestre d'Ottignies, et sénateur, qui lui a dit, dès 1962, il a envoyé une lettre au recteur Van Weyenberg de Louvain pour lui dire si vous avez besoin d'accueillir, plutôt de nous amener des étudiants, on est tout à fait ouvert, parce que pour Ottignies, c'était une manière aussi de relever le défi dans un Brabant wallon où émergeait la Hulpe, Genval, Rixensart, et du Monceau avait envie quand même de donner également un essor, une valeur supplémentaire, positive pour sa commune, et c'est ça qui va l'amener à accueillir une clinique, mais surtout davantage encore une ville universitaire en bonne et due forme. Mais donc là, par rapport à ça, des gens comme Yves du Monceau ont évidemment pu à un moment donné, en parlant au roi Baudouin, le convaincre de la nécessité qu'il fallait faire quelque chose dans ce sens-là, que ça ne pouvait que profiter à la fois à la Wallonie et en même temps à la Flandre, puisque Louvain était saturé au point de vue logement. Oui. Et Van den Brunans, son raisonnement était de dire effectivement cette ville était trop pleine et il fallait absolument changer. Donc, s'il y en a bien qui n'était pas du tout ouvert à ce fédéralisme, c'était VDB, évidemment. Mais donc là aussi, voilà encore quelqu'un qui a pu influencer positivement le roi Baudouin. Et puis alors, ce qui était quand même remarquable, c'est que le roi Baudouin s'informait quand même à pas mal de sources pour résoudre ce problème-là. Et je crois que progressivement, il a été acquis à cette idée-là. Et donc, pour un fédéralisme même un peu avancé, mais c'est quand même une garantie alors contre une scission du pays dont le pays ne se remettrait peut-être pas. Vincent Dujardin nous explique les relations politiques du roi avec ses différents ministres. Il va travailler avec beaucoup de premiers ministres. Il y a Gaston Eskens, Achille Van Acker, Wilfried Martens, Paul-Henri Spaak, entre autres. Et puis, il y a différentes tendances politiques qui sont représentées. Mais est-ce que le roi Baudouin était plutôt tout naturellement attiré par le PSC, les sociaux-chrétiens, ou bien est-ce qu'on peut être surpris aussi par des bons rapports qu'il entretenait avec d'autres leaders politiques, ne partageant pas nécessairement ses opinions morales ou intérieures ? Je pense qu'il entretenait d'excellents rapports avec les représentants des différents partis, y compris des partis communautaires. Il n'aimait pas trop les partis communautaires. Il n'était pas fan de la Volksuni ni du FDF, forcément. On dit qu'il n'a jamais parlé aux partis d'extrême droite. Est-ce qu'il avait quand même une ouverture de dialogue, de parole ? Non, il avait invité le fondateur du Vlaams Blok, mais qui avait refusé de venir. Et puis après, il ne les a plus jamais invités. Et donc, contrairement à son père, qui avait reçu Léon de Grelle, mais donc, non, avec l'extrême droite, il n'a pas parlé, finalement. Mais par contre, avec les partis traditionnels, là, dans les différents partis, là, il avait d'excellents rapports avec Spitas, avec André Cols, avec Jean Rey, je l'ai dit, du côté libéral, avec un Paul-Henri Spaak, certainement, du côté socialiste, même avec Max Buzet, qui avait pourtant été très dur avec son père. Il s'est plutôt réconcilié avec Achille Van Acker, avec des contacts, je dirais, corrects. Des contacts beaucoup plus proches avec Pierre Armel, pas si proches avec Gaston Eskens. Donc, c'est pas tellement la couleur politique qui jouait, c'est plutôt la personnalité qui jouait. Les qualités humaines, en fait. Absolument. Et aussi, il donnait assez facilement sa confiance à quelqu'un jusqu'au moment où il se voyait trahi. Il y a eu quelques cas où il s'est senti trahi, et là, il a retiré la confiance en la personne. Mais c'est pas parce qu'il ne partageait pas les mêmes opinions philosophiques ou politiques que quelqu'un qu'il ne pouvait pas entretenir des liens personnels de belle qualité. Sarah Pousset, journaliste, s'est penchée sur la popularité dont jouissait le roi, aussi bien en Flandre qu'en Wallonie. Eh bien, je pense que oui, qu'il était apprécié des deux côtés du pays. Alors, il faut savoir qu'historiquement, on peut dire que la Flandre était plus royaliste et maintenant, la tendance est plutôt inversée. On a plutôt une Wallonie qui est un peu plus en faveur, ou en tout cas un peu plus en faveur du roi que de la Flandre. Ça, c'est historique. Mais au niveau de la personnalité du roi Baudouin, effectivement, je pense qu'il était
un vecteur d'unité nationale. On se rappelle, dans les années 70-80, il y a eu énormément de crises gouvernementales. Le Premier ministre Wilfried Martens a formé, je pense, 7 ou 8 gouvernements, je ne suis plus sûre du chiffre, mais en tout cas a formé énormément de gouvernements qui tombaient à peu près tous les 1 an, 2 ans par ces problèmes communautaires. Il y avait, voilà, c'était la naissance, la Belgique n'était pas encore un État fédéral. Et face à tous ces problèmes, Baudouin incarnait vraiment l'unité de la Belgique, le pays unitaire. Et donc, je pense que ça, c'était une image très forte et très importante qu'il a gardée jusqu'au bout de sa vie, et vraiment dans les années 90, quand il y a eu l'anniversaire de ses 60 ans et 40 ans de règne. Oui. On voit vraiment que dans les discours de l'époque, dans les archives, les commentaires des journalistes, on parle vraiment de Baudouin comme l'unité du pays. On le voit là-bas et il est célébré par la population entière. Et ça fait du bien à beaucoup de monde. Est-ce qu'il a été critiqué à plusieurs moments de son règne ? C'est vrai qu'il n'a pas créé l'unanimité politique au moment de la loi dépénalisant l'avortement en avril 1990. Est-ce qu'il y a eu d'autres événements qui l'ont un peu mis à mal dans sa façon de gouverner, dans sa façon de s'exposer aussi avec ses convictions propres ? Je dirais qu'en fait, il y a peut-être, voilà, ça remonte un peu plus longtemps, on ne s'en rappelle pas forcément, mais quand Baudouin est monté sur le trône en 51, il est encore fort encadré par son père, en fait, Léopold III. Léopold III n'est plus roi, mais en pratique, il règne toujours. Il vit avec son fils, il le conseille. Ce sont les conseillers de Léopold III qui influencent sur la politique de Baudouin. Donc, au début de son règne, Baudouin est énormément guidé par son père et il y a encore quelques erreurs, notamment liées à la République démocratique du Congo. Baudouin est encore très paternaliste. Quand il fait son discours lors de son premier voyage au Congo en 55, c'est un discours très paternaliste. C'est le même aussi lors de la cérémonie d'indépendance en 1960. À ce moment-là, voilà, il est encore très guidé par son père et ça se sent. Après, quand il rencontre Fabiola et qu'il se marie, on sent qu'il va prendre son indépendance, d'ailleurs physique, hein, puisque Léopold III et Liliane Valls vont quitter le château de Laken. Ils vont aller au château d'Argenteuil. Oui, voilà, tout à fait. Et du coup, voilà, Baudouin et Fabiola vont rester seuls au château de Laken. Et là, on sent déjà une césure dans sa politique. L'amiral Charles Thibault de Mézières a travaillé au quotidien pour le roi Baudouin. Il raconte sa première rencontre avec le souverain au micro d'Éric Cooper. Un jour, j'étais à l'état-major de la marine et j'avais terminé l'école de guerre navale à Paris et j'étais à l'état-major. Et l'amiral me dit, vous devez aller chez le général Blondiot, qui était le chef de la maison militaire du roi à cette époque-là. Et j'ai dit, ah bon, et je dois prendre des papiers? Non, allez là-bas. Bon. Et puis j'ai été reçu par ce général, et je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Et puis il m'a parlé pendant longtemps, il m'a demandé des questions, etc. Et puis à un moment, il dit, le roi pense vous demander d'être son officier d'ordonnance, est-ce que vous êtes d'accord? Je tombais des nues, évidemment, et il m'a dit, écoutez, si vous voulez de temps-là, je vais vous présenter au roi maintenant. Et moi, j'étais vraiment dans mes petits souliers. Le roi, pour moi, je ne le connaissais pas personnellement, évidemment, mais... Et puis, il m'a amené au roi. Et puis, là, j'ai été... D'abord, quand je suis entré dans le bureau du roi, un immense bureau, et j'étais très impressionné, hein, bon, vous comprenez bien. Et puis... Et le roi était dans son bureau et il s'est levé, il s'est avancé rapidement vers l'entrée où j'étais. Et moi, je me dis, mais non, c'est pas possible. Le roi ne se lève pas pour moi. Et donc, je me suis dit, c'est qu'il doit passer quelqu'un. Et puis, non, c'était pour me dire bonjour. Et puis, alors, je me suis assis devant lui et on a parlé. Et tout de suite, je me suis senti à l'aise. Parce que c'était un homme tellement humain, tellement... Et je me suis senti... Et on a parlé. Et après un certain temps... Mais le rendez-vous était terminé et j'avais eu l'impression de rester 10 minutes. J'étais plus d'une heure que ça avait duré. Mais j'étais tellement à l'aise. Et quand je suis sorti de ce bureau, je me suis dit, ah ben ça, c'est quand même pas un homme courant. Je serais prêt à donner ma vie pour un homme comme ça. Tellement j'étais impressionné. Donc ça vous a vraiment marqué, en fait, cette première rencontre? Ah, tout à fait, tout à fait. Et encore, je ne connaissais pas ce qu'était le roi. C'est au fur et à mesure
que je suis entré dans ce service, donc c'était comme officier d'ordonnance, n'est-ce pas, officier d'ordonnance du roi. Et l'officier d'ordonnance, parce qu'après ça, j'ai été nommé par le roi aide-de-camp du roi. Et c'est plus impressionnant d'être aide-de-camp, c'est dans la hiérarchie. Mais officier d'ordonnance, en fait, c'est beaucoup plus intéressant que d'être aide-de-camp, parce que l'aide-de-camp, c'est celui qui représente le roi quand le roi n'est pas là. Tandis que pour une réception ou quoi. Tandis que l'officier d'ordonnance, c'est celui qui est tout le temps avec le roi. Donc, une semaine par mois, environ une semaine par mois, j'avais mon service, j'arrivais le vendredi soir au palais, et nuit et jour, je restais au palais, et j'étais tout le temps avec le roi. Donc, il allait à son bureau, j'étais avec lui dans sa voiture. Il allait à une activité à droite ou à gauche, on était avec lui. Tous les gens que le roi recevait arrivaient d'abord dans mon bureau. Je parlais un peu pour mettre un peu à l'aise les gens qui parfois étaient un peu impressionnés d'être reçus par le roi. Et j'ai eu l'occasion comme ça de parler avec des gens de manière... J'ai appris énormément avec des gens extrêmement intéressants parce que le roi recevait toujours des gens très intéressants. Et puis alors, quand le roi se déplace à l'extérieur, il y a toujours un officier d'ordonnance qui est avec lui. Quand on faisait des voyages dans les pays étrangers, l'officier d'ordonnance était toujours avec lui aussi. J'ai fait des voyages merveilleux avec le roi, comme ça. Et même, alors là, c'est un peu sur le côté, mais même quand le roi était en vacances, par exemple à Motril, dans la maison de vacances du roi, il y avait toujours un officier d'ordonnance. Il y en avait deux en service. Un avec le roi à Motril et l'autre à Laeken, parce que les contacts que le roi devait avoir avec la Belgique se passaient via les deux officiers d'ordonnance. Même si le Premier ministre voulait parler au roi, il s'adressait à l'officier d'ordonnance de Laeken, qui contactait celui de Motril, et comme ça, voilà. Vous étiez un peu son garde du corps ou pas? Non, pas du tout. Il y avait par ailleurs des gardes du corps et de la sécurité. On avait toujours un petit pistolet toujours sur nous. Mais en fait, c'était plus symbolique qu'autre chose parce que... Mais donc, non, ça n'était pas la sécurité, c'était pour aider le roi, lui rappeler les choses qu'il devait faire, etc., être à sa disposition. Quel genre d'homme était le roi Baudouin? Parce que dans l'esprit du public, il n'est pas très connu. On le voyait au 21 juillet, on le voyait parfois, souvent avec son épouse, mais quel genre d'homme en fait? Parce que vous l'avez côtoyé de près, donc vous le connaissez bien. De près et pendant de très nombreuses années, hein, puisque je suis resté là, j'ai eu comme j'étais pour le reste du temps, en dehors de mes semaines de service, mais j'avais des fonctions dans la marine. Mais de temps en temps, on me demandait d'aller à bord d'un bateau. J'ai eu plusieurs commandements, et à ce moment-là, je devais quitter le palais, c'était pas possible autrement. Mais comme j'avais eu des relations excellentes avec le roi, chaque fois que je devais partir, le roi disait « c'est dommage que vous ne serez plus là pendant un certain temps, mais considérez-vous toujours comme de la maison, et donc quand vous voulez me contacter, vous pouvez toujours le faire ». Ce que j'ai fait plusieurs fois en disant « tiens, sire, voilà, il y a ceci et cela, je tiens à vous en informer ». Et le roi m'a toujours remercié beaucoup. Donc vous aviez son téléphone privé? Vous pouviez lui téléphoner quand vous vouliez? Non, je lui envoyais des messages ou des téléphones, mais surtout des messages écrits. Et donc, qu'est-ce qu'il avait comme genre de caractère? Est-ce que c'était quelqu'un qui était froid? Non, écoutez, monsieur, c'est le contraire. C'était un homme chaleureux. Il avait des qualités, je peux vous parler, si vous voulez, tout à l'heure, de ses qualités de roi, parce que j'ai été très impressionné par ses qualités de roi. Mais les qualités humaines, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il avait... Vous savez, quand il parlait à quelqu'un, que ce soit avec son officier d'ordonnance, ou avec un ministre, ou avec un jardinier, eh bien, il avait l'art de toujours donner l'impression à celui à qui il parlait qu'il était la personne la plus importante pour lui. Il sentait ça vraiment, et on avait vraiment l'impression, oui, le roi a vraiment envie de me parler ou de me dire ceci ou de me demander ceci. C'était assez extraordinaire. Donc c'était un homme extrêmement chaleureux. Toujours avec, bien sûr,
le respect, c'est pas de la camaraderie. Hein, je n'ai jamais. Donc, le roi était le roi, hein, quand même. Hein, mais c'était vraiment. On se sentait tout de suite à l'aise avec le roi. Tout de suite, très à l'aise. Avec le journaliste Christian Laporte, revenons sur cette admiration pour la personnalité politique du roi. Est-ce que cette admiration, elle était nationale, elle était un peu plus forte en Flandre qu'en Wallonie? Comment se partageait un petit peu cette cote de popularité entre ces deux communautés qui vont voir le jour en 1970? Mais le problème, c'est que à ce moment-là, les supporters francophones sont plus présents parce que du côté néerlandophone, du côté flamand, on souffre encore un peu des conséquences de la question royale. Ah oui. Où d'abord, Léopold III, qui était un roi qui avait l'air, ou qui était quand même plus favorable aussi à une égalité entre flamands et francophones, avait pris fait et cause aussi pour les flamands. Et aussi parce que il y a aussi une évolution de l'entourage du roi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais ça, tout ça, c'est évidemment un processus, bien sûr. Un processus en cours de route, qu'on trouvait que l'entourage du roi était trop francophone, trop aristocratique et trop catholique. Et bon, ces trois dimensions, à tort ou à raison, ont amené à ce qu'on introduise aussi des gens d'autres horizons. Ça n'a pas toujours été un succès. Le grand maréchal Hermann Libars, qui était un grand laïc, ne s'entendait pas trop vraiment, notamment avec la reine Fabiola, et donc ça a posé des problèmes. Mais sinon, je dirais, donc progressivement, les Flamands qui avaient encore des demandes très fortes à faire, se sont aussi rendus compte que si le roi ne faisait rien, de toute façon, il ne pouvait rien faire contre le transfert de l'université de Leuven, quelque part du côté francophone. Ça les rassurait quelque part un peu aussi. Et donc, en même temps, finalement, et c'est aussi une caractéristique de la monarchie, certainement du XXe siècle, c'est qu'ils ont bien équilibré les approches des deux côtés. Voilà. Lorsqu'il y avait des inondations à Dinan, il fallait aussi aller à Rysbroek de l'autre côté, en Flandre. Et ça, le roi Baudouin s'en est vraiment très bien acquitté. Et donc, vraiment, il a incarné ce fédéralisme d'union avant la lettre, alors que, à la base, il n'était pas tellement pour, quoi. Le roi Baudouin, au début de son règne, fera face à un chamboulement majeur dans l'histoire coloniale belge, l'indépendance du Congo. Revenons sur ces épisodes avec le discours du roi en 1960 à Léopoldville. C'est une archive audio extraite du documentaire de la RTBF diffusé en 2013, Roi Baudouin, entre le cœur et la raison. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. Nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Sarah Pousset revient sur cet épisode. C'est vrai qu'il a été fort critiqué pour le discours paternaliste de la République démocratique du Congo en 1960, quand le Congo demande son indépendance. Oui. Il y a eu encore plusieurs interventions, toujours liées au Congo. Il était proche de Mobutu, très proche d'ailleurs, parce qu'il voyait au départ en Mobutu quelqu'un qui pouvait relever le Congo, et puis il va s'en détacher au moment de la zaïrianisation. Et donc voilà, c'est vrai que ce n'était pas toujours apprécié de tous. Est-ce qu'il avait un lien particulier d'attachement avec le Congo à l'époque Congo belge avant son indépendance en 1960, ou est-ce que pour lui c'est un poids, cette colonie? C'est un peu compliqué de répondre à cette question.
je ne peux pas interpréter. Après, ce que j'ai senti, c'est que il y était attaché, je dirais, de par sa famille, en fait, vu que c'était à l'époque de Léopold II une propriété de la famille royale. Il y a toujours ce sentiment, quand même, cette vision du Congo qui a été véhiculée au sein de sa famille. Et donc, quand il prend les rênes du pays, pour lui, le Congo, c'est un pays, mais c'est une propriété, il faut le dire. Et du coup, il y a quand même encore cet attachement. Quand il va au Congo, donc ce premier voyage, c'est en 1955. Et là, les photos, les images sont assez parlantes. On le voit vraiment sourire, alors qu'il était très renfermé. On le voit vraiment sourire, proche de la population. Il a l'air de découvrir vraiment une nation qu'il ne connaissait pas ou qu'il ne connaissait qu'à travers les récits de voyage de sa famille. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même un attachement qui est né. Mais j'avoue que c'est plutôt de l'extrapolation que, voilà, cette question, c'est un peu compliqué d'y répondre, mais c'est clair que Baudouin va rester très investi tout au long de sa vie, jusque donc son décès en 93, ça va toujours être un dossier sur lequel il va veiller. Par rapport au Congo et à cette déclaration d'indépendance en 1960, au fond, le roi Baudouin, à ce moment-là, est-ce qu'il est naïf par rapport à toute l'ampleur que prend les combats, que prennent les combats au Congo, l'envoi des casques bleus, etc. Est-ce qu'il est naïf ? Est-ce qu'il a fait des erreurs aussi peut-être dans ce processus d'indépendance du Congo ? Je pense qu'il était plus lucide que ses ministres, dans le sens où dans les années 50, il poussait ses ministres à préparer en fait l'indépendance. Pas si vite, il n'aurait jamais voulu que ce soit pour 1960. Et là, il y avait effectivement une naïveté, mais qui est partagée par l'ensemble de l'establishment belge. Quand Van Bilsen, en 65, propose plus d'autonomie pour 85, il passe presque pour un civique. On dit non, c'est impossible d'avoir une autonomie du Congo, pas une indépendance, une autonomie du Congo en 85. Et Baudouin poussait dans ce sens-là, et pouvait écrire des mercuriales à ses ministres, à ses premiers ministres, pour dire voilà, je vous ai dit il y a 3 ans que vous n'avez toujours rien fait. Et alors, très curieusement, oui, là, il y a une vraie erreur de sa part, c'est le discours du 30 juin 60. C'est le plus mauvais discours de son règne. Et pourquoi ? Trop paternaliste ? Tout à fait paternaliste, tout à fait. De façon très étonnante. Quand il parle du génie de Léopold II. Oui, et puis, et encore pire, lorsqu'il demande aux Congolais d'être dignes de la confiance qu'on leur a fait et leur donne finalement un programme de ce qu'il faut faire. Et c'est très curieux parce que dans les années 50, on le voit plutôt pousser à l'émancipation du peuple congolais, à une préoccupation plus grande, à investir davantage, à être beaucoup plus à l'écoute du bien-être des Congolais que le gouvernement belge. Et puis en 60, on a ce discours qui ne correspond pas à ses actes. Et donc on ne sait toujours pas qui a écrit ce discours. On sait qu'il a été écrit au palais, sans doute pas par le roi Baudouin lui-même. On ne sait pas par qui. Maintenant, il est vrai que Baudouin l'a cautionné, il a prononcé ce discours. Donc ça veut dire quelque part, il a cautionné. Et ça, c'est effectivement, je crois, un des plus mauvais discours de ces 43 ans de règne. Quelle était finalement la conviction du roi Baudouin sur le Congo ? C'est quoi ? Est-ce que pour lui, c'est un génie ? Est-ce que pour lui, est-ce que cette colonisation est un poids ? Comment perçoit-il en fait le Congo ? Je crois qu'il a bien perçu le Congo parce qu'il avait déjà été une première fois en 1955. Il avait été accueilli magnifiquement déjà comme Bwana Kitoko. Et donc, c'était quelque chose d'important pour lui. Et alors, par rapport à Léopold II, il ne faut pas verser dans l'anachronisme. Les critiques sont actuelles. Mais à ce moment-là, forcément, on n'était pas dans les mêmes conditions. Et au fond, quand on est parti, ça allait encore. Mais bon, de toute façon, il ne faut pas nier qu'il y a eu des excès. Mais bon, qu'on mette ça sur le dos du seul et pauvre Léopold II, ça me paraît un peu exagéré. Personnellement, je suis d'accord qu'il faut se pencher sur la question du colonialisme, l'étudier. Roi Baudouin, par rapport à cette question du Congo qui va encore durer après, parce qu'il y a l'envoi des casques bleus, il y a le Katanga, etc. Comment est-ce que lui se situe ? Est-ce qu'il a l'impression d'être un peu utilisé ? Il est naïf ? Comment percevoir son rôle ? Je ne pense pas qu'il ait pu être naïf. Mais il est un peu accompagné. Et puis, de toute façon, dans ce type de démarche,
il ne l'a pas fait seul, hein. C'est toujours couvert par les gouvernements de l'époque. Ça, Gaston Esquens. on a très beau dire oui, mais enfin, hein, non, pas du tout. Sans l'accord, sans l'aval politique, il ne peut rien faire. Oui. Et donc, on n'aurait jamais pu aller, bon, alors qu'il ait encore vu Mobutu et tout ça, ça a été critiqué aussi. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment, je pense, d'autres issues non plus. Il fallait quand même encore préserver les intérêts belges de ceux qui étaient restés après la décolonisation et qu'il fallait les protéger aussi contre les excès. Et donc, globalement, je ne pense pas qu'on puisse accuser le roi Baudouin de ne pas avoir perçu les réels enjeux. Et d'autant plus que c'est quand même aussi le premier roi qui a été marqué par des convictions personnelles, religieuses et philosophiques très fortes. Oui. 1960 est aussi l'année du grand bonheur pour le roi Baudouin, qui épouse l'aristocrate espagnole Donna Fabiola de Mora y Aragon. Un changement majeur dans la personnalité du souverain et qui ouvre aussi une seconde étape de son règne. Mais évidemment, en 1960, on a un autre roi Baudouin. Oui, on va découvrir le vrai roi Baudouin. C'est une ambassadeur du Royaume-Uni en poste à Bruxelles qui crie en 63 que par son mariage avec Fabiola, Fabiola a sauvé la monarchie en fait. Le mariage, suite au mariage de Baudouin et Fabiola, les qualités qu'elle a portées au roi en fait. Et surtout d'avoir libéré le roi, de l'avoir libéré aussi de l'emprise de son père et encore plus de sa belle-mère. Et de pouvoir donner au fond le vrai roi Baudouin. On a enfin le roi souriant. On l'avait déjà vu souriant au Congo en 1955, où le soleil de l'Afrique avait fait éclore un sourire sur la figure du roi Baudouin, disait l'ambassadeur du Luxembourg. Et du beau jeune homme, comme le qualifiaient les Congolais. Exactement. Et donc là c'était une parenthèse, parce qu'à peine revenu en Belgique, il a repris son visage fermé. Et ce n'est qu'en 1960 qu'il commence à aimer son métier, qu'il a toujours exercé avec beaucoup de sens du devoir. C'est un Cobourg, hein, le sens du devoir, ça y a pas de problème. Mais pouvoir se montrer plus généreux dans l'expression d'un visage souriant, ça c'est à partir de son mariage qui va beaucoup l'épanouir à titre personnel. Il va connaître au fond un mariage très heureux. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas été marqué par la souffrance. De son vivant et encore aujourd'hui, nous commémorons le 31 juillet les 30 ans de son décès en Espagne à la Villa Astrida. Est-ce qu'il a vraiment joui d'une reconnaissance internationale et en jouit-il encore aujourd'hui, feu le roi Baudouin, d'une reconnaissance vraiment? Est-ce qu'aujourd'hui, les politiciens qui ont connu cette époque, ce règne, reconnaissent encore le roi Baudouin comme une figure d'importance? Oui, je pense qu'il a clairement marqué le monde politique, la sphère politique belge, comme la population. Alors, c'est vrai que ceux qui l'ont connu s'en rappellent comme quelqu'un de très important, justement parce qu'il a pris de la place. Voilà, politiquement, il était investi. C'est quelqu'un qui marquait. Donc, forcément, je pense que ceux qui l'ont connu s'en rappellent. Après, ça commence aussi, ça fait, comme vous le disiez, déjà 30 ans qu'il est décédé. Donc, les personnes qui ont vécu à ses côtés commencent, aussi à vieillir, malheureusement. Et de nombreuses personnes qui l'ont côtoyé sont aussi décédées. Et donc, je pense, par exemple, que dans la société belge, je ne sais pas de quelle façon les gens s'en rappellent. En tout cas, quand j'ai fait ce documentaire, il y a vraiment quelque chose qui m'a frappée. C'est que tout le monde se rappelle ce qu'il faisait au moment où il est décédé. Donc, vraiment, il y a eu un véritable raz-de-marée. On voit les images de ses funérailles. Enfin, même avant ça, son corps était exposé au Palais Royal où la population pouvait lui venir rendre un dernier hommage. Et il y a eu un succès qui était vraiment inattendu alors qu'on est en pleine période de vacances. Il y a des gens qui ont fait des files de 8 à 15 heures. Il faisait super chaud. Les gens s'évanouissaient sous la chaleur à attendre pendant des heures et des heures devant le Palais Royal. Donc, certainement que dans une génération un peu plus âgée, on se rappelle de Baudouin, il a marqué. Au niveau de la sphère internationale, je dirais que déjà de son vivant, il avait une place qui était assez... en tout cas, moi, qui m'a interpellée quand j'ai fait ce documentaire, parce que par exemple, on le voit au Congrès américain, il est invité aux États-Unis en 1959, donc imaginez-vous, c'est le roi de Belgique qui se rend aux États-Unis.
Je pense que ça arrive aussi à Philippe et Mathilde. Après, c'est pas forcément une visite dont on entend énormément parler. Là, Baudouin, il a été reçu, mais en très très grande pompe, c'est-à-dire qu'on voit les rues de Broadway, Ah oui. où il écrit en français. Donc il y a plein de gens, il y a plein de drapeaux belges et il est écrit en français « Bienvenue au roi Baudouin » sur Broadway. La circulation est arrêtée pour le roi Baudouin. Il fait un discours au Congrès américain devant les politiques. Je ne pense pas que ça arriverait aujourd'hui au roi Philippe. Pareil, il va à Hollywood, il rencontre plusieurs acteurs. Il y a notamment cette image avec Clint Eastwood. C'est assez incroyable de voir le roi Baudouin avec ce genre de personnalité. Il y a aussi notamment sur la sphère européenne, dans les années 60, 70, quand l'Europe évolue, eh bien, Baudouin, en fait, à l'époque, il était, vu qu'il est arrivé sur le trône un petit peu avant la reine d'Angleterre, et donc c'était le dirigeant européen en vie avec le plus long règne. Et donc, c'est lui qui a été invité, je ne sais plus à quelle occasion, mais c'était un discours important pour l'Europe, et bien, c'est lui qui l'a donné, alors qu'on ne verrait pas aujourd'hui un roi, je crois, s'exprimer vraiment pour une fête de l'Europe, par exemple. Ça ne me paraîtrait pas normal. Eh bien, Baudouin avait quand même, de son vivant, une place sur la sphère internationale vraiment importante, oui. Oui. Alors, avoir réalisé ce documentaire, ce reportage-là, que vous expliquiez tout à l'heure en coproduction, est-ce que ça vous a, apporté un regard nouveau sur cette figure du roi Baudouin, ou bien est-ce que ça a transformé le regard que vous aviez préalablement sur le roi? Mais je dois dire que pour moi, en fait, c'était une véritable découverte, parce que voilà, j'ai 25 ans, donc je n'ai jamais connu le roi Baudouin vivant. Et donc, l'image que j'en avais était assez datée. Je ne le connaissais pas vraiment, je dois dire. Et donc, ce documentaire, ça a été en fait une découverte totale, une découverte aussi au sein des archives, parce que vu que c'est un documentaire coproduit avec la RTBF, j'ai pu passer pas mal d'heures à fouiller les archives. Il y en a énormément sur le roi Baudouin, et comme on le disait, il a connu 40 ans de Belgique, où la Belgique a énormément évolué, donc pouvoir me replonger là-dedans, voir ces évolutions, la place aussi que la famille royale et que lui en tout cas avait par rapport à maintenant était aussi assez différente. Les images aussi forcément de son décès, c'est très très impressionnant de revoir ça pour moi alors que je ne les ai pas vécues. Donc pour moi c'était une belle découverte de me replonger dans cette histoire en fait. Pour mieux comprendre les qualités qu'étaient les siennes, je vous propose cet extrait audio tiré du documentaire produit par RTL, Baudouin, les derniers jours, diffusé en juin 2023. Si vous me demandez à quoi ressemble le roi dans la sphère privée, je vous dirais que c'est une personne profondément proche, profondément aimante et empathique. Je l'ai connu comme un homme normal, joyeux, bien. Rien de triste ni de mélancolique. C'était un homme très gentil, qui rigolait à toutes les blagues. J'ai eu la chance d'aller à Laeken pendant mon année d'études en Angleterre, durant nos vacances de fin de trimestre. Et la principale différence que j'ai remarquée entre le Baudouin de Belgique et le Baudouin de Motril, c'est le fait qu'il portait une cravate et un costume. À Motril, il portait simplement un maillot de bain, un t-shirt et parfois un jean. Rien de plus. En 1991, que j'ai rencontré le roi Baudouin en tête-à-tête pour la première fois. Arrivé dans le bureau du roi, je me suis senti incroyablement, tout de suite, vraiment à l'aise. C'est ce qui me marque le plus. J'oubliais que c'était le roi parce qu'il était très taquin, il aimait nous titiller. C'est vrai que son règne a duré bien longtemps, près de 40 ans, donc un peu plus de 40 ans de règne, c'est très long. Le deuxième plus long après celui du roi Léopold II au XIXe siècle. Est-ce qu'il y a aussi un élément qui revient? Est-ce qu'il y a un élément, peut-être on cite souvent celui de son impossibilité de régner, mais il y a eu tellement plus comme acte politique, et il y a eu le fédéralisme, on le sait. Est-ce que son rôle politique a été très remarqué? Est-ce que là aussi un élément clé revient?
Eh bien, je dirais que c'est sa façon d'endosser son rôle, en fait, parce que c'est vrai que Baudouin, donc, a gouverné, comme vous le disiez, plus de 40 ans. C'est-à-dire que la Belgique a énormément évolué pendant ce laps de temps, donc il a dû s'adapter à toutes ces évolutions, comme vous le disiez, à l'émergence des problèmes communautaires, du fédéralisme, les premières réformes de l'État. Mais en fait, les personnes qui ont travaillé avec lui, me disaient souvent que vraiment, il était investi. En fait, il est monté très jeune sur le trône, à peine 19 ans. C'était une charge au début, mais toujours, ça a été un devoir pour lui, ce rôle de roi. Il était investi dans son rôle et on sent bien qu'il connaissait la politique de son pays, que par exemple, il avait ce fameux bloc-notes qu'il avait toujours sur lui, ou par exemple, quand il avait des gens en audience, apparemment, il prenait toujours quelques notes, ce qui était parfois assez perturbant pour certains de ses ministres, parce qu'il savait pas s'il devait, par exemple, parler plus lentement pour le laisser écrire ou accélérer. Et donc, il prenait énormément de notes. Il s'intéressait à beaucoup de choses. Il avait toujours envie de rester au courant. Et donc, je dirais qu'à travers, son règne, c'est plutôt la façon dont il a gouverné. Il était vraiment présent politiquement, peut-être un peu trop, par exemple, comme dans le cas de l'affaire sur l'avortement. Je ne suis pas sûre que le roi actuellement, pourrait prendre autant de place, pourrait prendre la même place que Baudouin occupait à l'époque, mais en tout cas pendant son règne, effectivement, il était présent, il représentait la Belgique, il était très investi politiquement. L'amiral Charles Thibault de Mézières nous parle de ses relations de travail avec le roi Baudouin au micro d'Éric Cooper. Parce que c'est vrai qu'il ne connaissait rien à la Belgique, à la fonction de roi, et vraiment, c'était difficile. Mais il a appris. Et comment est-ce qu'il a appris? Parce que c'était un homme, toute sa vie de roi. Il a énormément travaillé. Parce qu'il n'avait pas non plus fait d'études universitaires, etc. Il aurait aimé être ingénieur. C'était ça qu'il aimait. Mais c'était pas possible. Il était le roi. Et donc, il a travaillé énormément. Je peux vous dire que quand j'étais à Laeken, souvent, avant d'aller dormir, je sortais de mon bureau pour prendre un peu l'air. Et le bureau du roi était au-dessus de mon bureau. Et bien souvent, et pourtant parfois c'était tard le soir, c'était toujours allumé dans le bureau du roi qui travaillait. Et c'est comme ça qu'il a acquis ses connaissances, parce qu'il étudiait ses dossiers vraiment avec beaucoup de... Très souvent, lors de visites, des gens me disaient « Ah mais le roi, il connaît bien les choses, il comprend, il pose les bonnes questions, etc. » Mais tout ça, ce n'est pas de la science infuse, c'est du travail. Il a travaillé toute sa vie énormément. Et il était vraiment très, très apprécié. Le professeur Vincent Dujardin nous parle du rôle du roi dans l'image de la famille royale et son rayonnement international. Le roi Baudouin, est-ce qu'on peut dire qu'il a réformé moralement les institutions belges? Autrement dit, son exemplarité morale, elle est passée par quel genre de témoignage politique, selon vous, professeur Dujardin? Je ne pense pas que son autorité morale ait une conséquence sur les institutions belges, mais ce fut effectivement un exemple qui a marqué en Belgique comme à l'étranger. Si vous voulez, j'essaierai d'illustrer ça par deux exemples. Au moment de son décès, ils sont des centaines de milliers devant le palais de Bruxelles. C'est quand même tout à fait étonnant. Oui. Et vous avez Louis Tobac, le ministre de l'Intérieur, qui vient se rendre compte de la situation place des Palais. Les services de sécurité sont complètement débordés. Un journaliste de la RTBF vient lui dire « Monsieur le ministre, c'est la pagaille, monsieur le ministre ». Et Louis Tobac lui répond « La pagaille, que voulez-vous que je fasse si 10 millions de Belges veulent venir ?» Le journal Le Soir titre comme un océan. Et alors, le jour de ses funérailles, deuxième image, 44 chefs d'État et de gouvernement, ou de gouvernement, 44, ou d'organisations internationales, comme Jacques Delors, le président de la Commission européenne, qui va faire un portrait dithyrambique du roi Baudouin un an après sa mort. Et vous avez la reine d'Angleterre, qui est décédée récemment, et en 70 ans de règne, ni avant le décès du roi Baudouin, ni après, jusqu'à son propre décès l'an dernier, la reine Elisabeth ne s'est jamais rendue aux funérailles d'un autre chef d'État étranger que celle du roi Baudouin. Si l'empereur du Japon était là, Helmut Kohl, François Mitterrand était loin dans les rangées à la cathédrale parce qu'il était derrière toutes les têtes couronnées, et la reine Fabiola a dû réparer pour ne pas créer un incident protocolaire en le mettant à sa droite lors du dîner de funérailles au palais de Bruxelles. Donc oui, c'est tout de même une autorité morale, un rayonnement absolument extraordinaire, avec un engagement sur le plan social aussi très grand, comme on l'a vu dans les témoignages
le jour de ses funérailles. Je crois que c'était plus un leader qu'un manager. Oui. Le leader, il a attention à l'humain. Le manager est attentif à la rentabilité. Lui est attentif à l'humain. Je donne encore un autre exemple. Nous sommes en 1960 déjà, et il y a une visite d'État du président argentin. Et vers minuit, quand le personnel va faire la vaisselle, des milliers d'assiettes, de pièces d'argenterie, etc., oui. Le roi Baudouin descend dans les cuisines et accompagne ce dîner d'État. Le roi Baudouin descend à minuit pour être avec son personnel qui range le matériel suite à cette visite d'État. Ah oui. C'est au fond quelqu'un qui a restauré l'image de la monarchie après le règne très controversé de son père, qui a bénéficié d'une sympathie populaire, qui a aussi jeté des ponts à l'étranger, a tissé un réseau international et ses successeurs, le roi Albert et le roi Philippe, a aussi encore développé ce réseau, oui. Qui bénéficie aussi au gouvernement belge, qui on l'a vu récemment à certaines circonstances, notamment aussi dans la diplomatie économique, bénéficie du réseau international du roi des Belges. Et donc oui, je crois que pour lui, être roi, c'est surtout être au service des gens. C'est une définition de la fonction royale que le roi Philippe a utilisée le jour des 18 ans de sa fille, la princesse Elisabeth. Il a dit, la fonction royale, c'est être au service des gens. Pas au service du pays, hein. C'est une institution avant tout humaine au service des gens. Mais je crois que cette idée de la fonction royale, cette définition donnée par le roi Philippe à la fonction royale, aurait pu être celle donnée par le roi Baudouin lui-même. C'est un véritable coup de théâtre auquel on assiste concernant le dossier avortement. Après le vote de jeudi dernier à la Chambre, il ne manquait plus à ce projet de loi, l'allemand Mikkelsen, qui avait déjà été voté au Sénat, que la signature royale. Et c'est là justement que le bas blesse. Le roi estime que sa conscience ne lui permet pas de signer ce projet de loi. Alors il y a eu un épisode évidemment que l'on ne peut s'empêcher de parler et d'aborder, c'est évidemment l'impossibilité de régner en avril 1990. Quelle révolution dans l'histoire constitutionnelle que ce moment-là, ces quelques heures où le roi Baudouin s'est mis dans l'incapacité morale de régner. Est-ce qu'il a dû son maintien à sa popularité ou pas? Autrement dit, s'il n'avait pas été aussi populaire, il aurait perdu, vous pensez, son trône au moment de cette affaire de dépénalisation de l'avortement? C'est toujours évidemment difficile de faire des histoires-fiction. Oui. Dans la mesure, autant qu'on veut avoir une Belgique, on a quand même besoin d'un roi. Mais il est clair que la sympathie populaire dont il bénéficiait, beaucoup plus qu'il ne le croyait lui-même. Hein. Lui, il croyait qu'il allait peut-être devoir abdiquer. Il était prêt à l'exil. Il avait demandé à la reine si elle était prête à le suivre à l'étranger. Il avait dit à Wilfried Martens qu'il était prêt à abdiquer. Et il était très surpris de voir que finalement, au moment du vote sur la fin de la possibilité de régner, c'est entourloupette constitutionnelle. On n'a pas modifié la Constitution depuis, mais il y a eu une entourloupette constitutionnelle, effectivement, comme l'avait dit Jean Steniers à l'époque. Mais au fond, il n'y a eu aucun député, aucun sénateur qui a voté contre son retour sur le trône. Aucun. Et dans les premiers sondages post-événement, sa popularité a presque bonifié. Et pour lui, c'est un étonnement extraordinaire. Il n'aurait jamais cru ça. Il pensait qu'il allait plutôt être cloué au pilori. Oui. Et là, je crois que vous avez raison. Son autorité morale, le fait que c'était un roi émérite, il avait le courage des opinions, la liberté de conscience dont il avait voulu user, qu'il avait montré en exemple, au fond quelque chose qui a été accepté par les Belges, qu'ils partagent ou non son opinion, parce que des gens qui répondaient à ce sondage étaient partisans de ces lois sur l'IVG, mais voilà, il avait le droit d'avoir aussi son opinion sur un sujet aussi sensible et que le système belge ne le permettait pas. Et le roi Baudouin voulait dire qu'on révise la Constitution sur ce point très précis. Mais comme il est décédé tout à fait prématurément, il avait 63 ans. Oui. Il avait 63 ans. Il n'avait même pas 63 ans. Il avait presque 63 ans. Le 31 juillet 1993. Et donc, on n'a finalement jamais modifié les articles de la Constitution relatifs à la fonction royale. Éric Cooper interroge l'amiral Charles Thibault de Mézières. On va revenir à la foi du roi Baudouin. Un jour, il n'a pas hésité à mettre sa couronne, de dire, voilà, je suis contre l'avortement. Il s'est vraiment très engagé à ce moment-là. Tout à fait.
Et là, c'est un moment extrêmement important et difficile. Certains, il y a toujours des critiques, ont dit que le roi Baudouin avait été influencé par la reine Fabiola, qui était, on savait, très chrétienne aussi. C'est tout à fait faux. Le roi n'a jamais voulu faire porter cette croix par la reine Fabiola. Il a pris la décision tout seul. Autour de lui, dans son entourage, beaucoup de gens disaient, d'ailleurs, très honnêtement parlant, moi je suis chrétien aussi, n'est-ce pas, hein, mais si le roi m'avait demandé mon avis, ce qu'il n'a pas fait, est-ce que je peux signer cette loi? Je lui aurais dit, sire, la fonction de roi, c'est de signer les lois qui ont été démocratiquement, donc je lui aurais dit, oui, vous devez signer. Mais il ne m'a pas posé la question, mais lui, en conscience, il a très longuement réfléchi et il a dit, je ne peux pas signer une loi qui est contre mes convictions profondes. Il faut quand même se rappeler aussi, et c'est important de le rappeler, que le roi et la reine n'ont pas eu d'enfant. Et donc, pour le roi et la reine, c'était vraiment une épreuve terrible. Et donc, pour lui, ce n'était pas possible, c'était contre ses convictions. Et je suis sûr que son raisonnement a été, je dois obéir à la loi de Dieu et pas à des lois d'un pays. Et donc, il savait très bien qu'en refusant de signer, on allait peut-être lui dire, vous devez alors abdiquer. Ça n'a rien changé. Il a dit au Premier ministre, qui était M. Martens à cette époque-là, il lui a dit, trouvez une solution. Et il savait que peut-être que le ministre allait dire, la solution, c'est d'abdiquer. Mais le Premier ministre a trouvé une autre formule, un peu tirée par les cheveux, n'est-ce pas? On a un petit peu joué avec en disant, voilà, il est, soi-disant, impossible de régner pendant 3 jours. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est donc, le roi n'a pas influencé le Premier ministre pour lui dire ce qu'il devait faire. Il lui a dit, c'est à vous de trouver la solution. L'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance. Et c'est pas par hasard, par exemple, que quand il a rendu visite quelques mois après son interruption volontaire de régner, comme j'ai qualifié ça, à Serein, dans le bassin industriel liégeois, et qu'il a été très applaudi à ce moment-là, y compris par les syndicalistes de la FGTB. Lui-même ne se rendait pas compte que la cote de popularité après cet épisode que vous venez de décrire par vos mots, l'interruption volontaire de régner, qu'en fait, il va jouir d'une aura peut-être plus importante encore même qu'avant. Ah ben oui, tout à fait. Il y a un livre récent, Un Land zonder Koning, qui vient de sortir. On en a très peu ou pas parlé dans la presse francophone, mais on peut lire une recension sur le site de Doorbraak, à tout hasard, que j'ai réalisé, parce que c'est basé vraiment sur la réalité historique. Et ça a été fait par Jan Vellars, qui était le co-auteur avec Herman Van Gouthem du livre décisif sur Léopold III pendant la guerre. Et ici, c'est uniquement sur la question de l'interruption, de la question de l'avortement, la mini-question royale. Tout est détaillé. Et en plus de ça, il a rencontré en mai 90 des principaux acteurs et a tout retenu pendant depuis lors. Depuis 33 ans, il n'avait jamais sorti cela. Et résultat des courses, il y a notamment une interview d'André Allen, qui était le secrétaire du Conseil des ministres de l'époque, et qui a trouvé la formule de l'impossibilité de régner dans un livre de Stengers pendant au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on ressort de ce livre une espèce de thriller politique, mais on ressort quand même, et ça a toujours été ma position par rapport à ça, que le roi ne devait pas la solution qu'il a lui-même suggérée, à non seulement sauver le pays,
et est resté en étroite ligne avec sa propre conscience morale qui était telle que c'était inacceptable. Même le pape ne me ferait pas changer d'avis, avait-il dit notamment au cardinal Danneels et à d'autres responsables religieux. Et donc, c'était une manière de contourner l'écueil. Et je ne partage pas du tout une analyse récente de Mark Uitendaal qui parle d'un monarque séditieux parce que ce serait sorti de la Constitution. Non. Est-ce qu'il a été peut-être imprudent parfois en manifestant un lien trop étroit avec le clergé? Parce que le cardinal Sunnen, c'était quand même son grand ami. Oui, effectivement, ça on l'a découvert évidemment assez rapidement. Que le cardinal avait été un de ses conseillers au moment, un peu avant le mariage avec Fabiola, que il y avait également cette religieuse d'origine hollandaise, Veronica O'Brien, qui était vraiment aussi dans le coup. Mais de là à dire qu'il ait pu être manipulé, je pense que le fait d'avoir quand même rencontré pas mal de Saxe-Cobourg depuis plus de 30 ans, c'est pas tellement des gens qu'on peut influencer facilement. Ils ont leur caractère, ils ont leurs idées, il et elle, et bon, ça, ce qui fait que on aura beau essayer de les convaincre du contraire, ils vont s'accrocher, mais souvent pour le meilleur. Souvent pour le meilleur, puisque ici, la grosse question était en avril 90, est-ce qu'on ne va pas mettre en péril non seulement le système monarchique, mais du coup aussi le système belge tout court? Bon, est-ce qu'il a trop fréquenté des dignitaires catholiques? Très honnêtement, je ne le pense pas, puisque progressivement, il a aussi ouvert son palais à d'autres tendances. À des socialistes, à des laïcs. Le roi Philippe a souhaité, dans son discours du 21 juillet dernier, rappeler aussi le souvenir du roi Baudouin. On écoute ce discours enregistré au Palais Royal. Mesdames et messieurs, cet été, nous commémorons un autre anniversaire, les 30 ans du décès du roi Baudouin. Ceux qui l'ont connu se souviendront de son sourire, de son regard et de sa poignée de main confiante. Je sais le bien considérable qu'a réalisé un tel homme autour de lui, par sa foi en l'humain, par son profond souci de chacun et du pays. Il a été et reste un exemple pour beaucoup, chez nous comme au-delà de nos frontières. Christian Laporte évoque les relations du roi Baudouin avec les autres membres de la famille royale. Parlons peut-être de ces relations familiales. Avec la reine Fabiola, ils n'ont pas eu d'enfants, comme c'était pourtant leur désir intense. Mais pourtant, ils avaient de bonnes relations entre frères et sœurs, avec le prince Albert notamment, duquel il était très proche. Comment ces relations vont-elles déterminer un peu pour lui, dans son cœur, le choix du successeur ? Il avait tellement de sympathie aussi pour son neveu, le prince Philippe, devenu roi Philippe en 2013. Voilà, quel est peut-être le désir du roi à ce moment-là? Qu'est-ce que vous percevez? Mais moi, personnellement, je dirais que, effectivement, à un moment donné, dès que le prince Philippe a atteint les 18 ans, il s'en est beaucoup occupé. Mais il faut aussi rappeler que c'était malheureusement l'époque où c'était la brouille entre Albert et Paola, et que il avait certainement eu vent que les enfants du prince et de la princesse ne vivaient pas nécessairement une vie royale ou princière de rêve. Il y a des anecdotes qui ont été confirmées, notamment par les intéressés eux-mêmes, que certains soirs de Noël, la veillée de Noël, ils la faisaient avec les huissiers et les gouvernantes au château du Belvédère, alors que ni papa ni maman n'étaient là. Et donc, ça les a fort marqués tous les trois. Oui. Mais là, alors, est tout à fait logique, je pense, que Baudouin s'est dit, je vais m'occuper en attendant peut-être que la pacification revienne. On ne sait pas ce qu'il en pensait, on ne le saura jamais, mais
du prince Philippe. Et donc, il l'a pris un peu sous sa houlette, mais en l'ouvrant aussi, en l'empêchant pas de réaliser aussi des propres projets, même s'il devait certainement se réjouir lorsque le prince Philippe est allé aider Mère Teresa dans les mouroirs en Inde, et dans des tas d'autres voyages que le jeune prince avait fait à l'époque. Bon, ça l'a marqué, mais de là à dire, je n'oserais absolument pas affirmer que ça l'a endoctriné d'une manière ou d'une autre. Le prince a suivi son propre chemin aussi, et bon, au moment où la succession était devenue, l'heure de la succession avait sonné pour lui, il s'y est lancé, et c'était pas effectivement 1er août 1993, parce que Albert et Baudouin avaient bel et bien décidé entre eux que tout logiquement, ce serait Albert qui devait prendre la place. D'accord. Tant que Philippe n'avait pas achevé sa formation, et aussi quelque part parce qu'il n'était pas marié. Et une acquisition de la maturité. Mais la maturité, mais bon, pour avoir suivi en off pendant de nombreuses années aussi le prince Philippe avec l'approbation du palais, mais sans que n'en écrive jamais une ligne, j'ai pu constater cette évolution, cette maturation intellectuelle, à tel point que quand on me demande est-ce que vous avez douté du prince devenant roi Philippe, je les renvoie toujours aux nombreuses pages qu'on avait consacrées le 20 juillet 2013, donc la veille de la prestation de serment à l'événement, en disant « Attention, ce roi va vous surprendre ». Ah oui. Et bon, voilà, il a fait un sans faute. C'est pas les quelques broutilles qu'on lui reproche aujourd'hui qui pourront changer. Et là, je pense que le roi Baudouin aurait été très fier, et la reine Fabiola aussi, tant qu'elle était encore là. On a senti cette complicité, même si ça ne se manifestait pas directement entre Philippe et Fabiola, mais plutôt entre Mathilde et Fabiola. Implicite, oui. Le professeur Vincent Dujardin nous donne un aperçu de l'évolution de la personnalité politique du roi Baudouin. Vous avez évoqué tout à l'heure son scepticisme face à la CECA au tout début du développement de ce qui est aujourd'hui l'Union européenne. C'est un roi très intéressé par le développement économique du pays ou pas ? Oui, et qui sur le plan international a évidemment beaucoup évolué. Oui. C'est-à-dire qu'il va devenir europhile, fédéraliste européen. C'est pour ça que Jacques Delors fait son éloge aussi. Pas seulement pour ses qualités humaines, mais aussi pour son engagement pro-européen. C'est aussi un héritage qu'il va laisser à ses successeurs. Le roi Albert était très différent sur le plan humain que son frère, le roi Baudouin, avec lequel il s'entendait vraiment très bien, il s'est toujours très bien entendu. Au fond, ces 20 ans de règne ont été une application du testament politique du roi Baudouin. Sur la forme, ce fut très différent. Tout comme avec le roi Philippe, au fond, un roi qui est aussi lui-même très fort marqué par son oncle. On a vu d'ailleurs peindre son oncle, et vous avez vu, avec un bâton de berger. C'est assez intéressant de voir comment il a représenté son oncle. En même temps, le roi Philippe est aussi très différent. Sa communication est très différente. La reconnaissance du fait régional, c'est aussi très différent de ce que son oncle avait comme vision de la Belgique. Là, le roi Philippe a tout de suite joué, je dirais, la carte des entités fédérées aussi. C'est ça. C'est évidemment une autre Belgique, une autre société, et s'y adapte. Mais l'engagement pro-européen, question sur le rayonnement international, sur bien sûr aussi l'atout que la monarchie peut représenter en termes de diplomatie économique, là il y a évidemment une continuité. L'amiral Charles Thibault de Mézières évoque la transmission des valeurs du roi auprès des autres membres de la famille royale au micro d'Éric Cooper. Est-ce que c'est des qualités qui sont transmises par l'éducation ? Le roi Philippe, par exemple, est-ce que, je ne sais pas si vous le connaissez, mais est-ce qu'il a aussi les mêmes genres de qualités que le roi Baudouin ? Tout à fait. J'ai connu le roi Philippe quand il était le prince Philippe, bien sûr, et le prince Laurent qui venait parfois pleurer dans mon bureau parce qu'il avait des problèmes. Vous savez que les enfants du roi Albert ont eu une jeunesse très difficile. Et donc, voilà. Et donc, j'ai très bien connu le roi Philippe aussi. Il faut noter pour le roi Philippe que le roi Baudouin a beaucoup fait pour le roi Philippe, pour le
il savait bien que c'était lui qui allait lui succéder un jour. Et donc, il a fait beaucoup pour le former, pour lui apprendre des choses, énormément. Donc, le roi Philippe, qui a aussi, je le sais, une immense admiration pour le roi Baudouin, eh bien, a été formé par le roi Baudouin. Donc, le roi Philippe est imprégné du roi Baudouin ? Oui. Je n'ai pas peur de le dire, il est vraiment imprégné par le roi Baudouin. Je crois que, je m'avance un peu, mais je crois qu'il le considère comme un modèle. Avec la journaliste Sarah Pousset, revenons sur ce documentaire qui est diffusé sur la RTBF à l'occasion du 30e anniversaire du décès du roi Baudouin. Baudouin, l'héritage d'un roi. Parmi les témoins que vous avez interviewés dans le cadre de ce reportage, beaucoup l'ont-ils connu directement et peut-être de quelle façon ? Parce que vous avez dû interviewer toute une panoplie de personnes qui ont été proches ou qui ont joué d'une façon ou d'une autre un rôle dans la maison royale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la façon dont vos invités dans ce reportage ont connu le roi ? Oui, eh bien, en fait, le parti pris, je vais dire, de ce documentaire, donc j'ai réalisé pour Louvini Média en coproduction avec la RTBF, eh bien, c'était vraiment de dire, on fait un documentaire, on veut du témoignage, on veut rencontrer des personnes qui ont connu Baudouin, pas forcément, il y a aussi un apport de certains historiens, mais le but était vraiment d'aller au plus près de personnes toujours en vie qui l'ont connu. Et donc, vous verrez que même au niveau de la forme, on n'a pas de voix off, ce sont directement les interviews ou des extraits d'archives. C'est un parti pris dès le départ pour vraiment aller au plus proche et essayer de découvrir qui était Baudouin. Et donc oui, effectivement, la plupart des personnes que j'ai interviewées ont connu Baudouin. On a notamment des ministres qui l'ont côtoyé à travers leurs différents mandats. J'ai aussi, par exemple, une dame qui était la fille de l'aide de camp honoraire du roi. Oui. Et du coup, qui a été amené à le fréquenter au Palais Royal. Il est aussi venu à 2 reprises chez elle, donc elle a pu le découvrir sous un autre jour. On a également son conseiller en 1993, Pierre-Yves Monette, donc qui lui était plutôt sur l'aspect politique, mais qui l'a connu dans ces dernières années, qui a pu nous aider à le découvrir. Et puis surtout, nous avons un témoignage exclusif, celui de sa nièce, la princesse Margaretha de Luxembourg. Et du coup, elle a vécu 4 à 5 ans à Laeken avec Baudouin et Fabiola. Donc, elle l'a vraiment connu dans son intimité. Donc, elle a vraiment pu nous parler de qui il était, de l'oncle qu'il a incarné pour elle, parce qu'il a tenu une place très importante dans sa vie. Donc, c'était vraiment un témoignage très important et qui nourrit clairement ce documentaire. Au-delà de la stature politique et royale du souverain, le roi Baudouin, est-ce que c'est un roi qui avait beaucoup d'amis intimes à qui il pouvait vraiment se confier ? On a l'image évidemment d'un souverain très catholique, qui est plutôt proche des autorités ecclésiales, des évêques, des cardinaux. Mais est-ce qu'il a des amis un petit peu dans la société belge, dans la société civile, parmi les politiciens ou pas ? Ou bien est-ce que c'est un homme qui fait toujours vraiment la part des choses entre son rôle politique et sa vie privée ? Alors là, forcément, c'est vrai que c'est dur aussi à savoir 30 années après son décès, mais je ne pense pas. Baudouin était quelqu'un d'assez sérieux qui effectivement pouvait être proche des gens, s'investir. Il était très proche au final de ses ministres qu'il a croisés pendant très nombreuses années, mais il y a toujours eu une certaine distance. Voilà, on savait que c'était le roi et on ne pouvait pas plaisanter avec lui comme ce sera peut-être le cas plus après avec le roi Albert qui lui pouvait être par exemple plus proche à certains moments de certains de ses ministres. Je pense que voilà, sa famille était, en tout cas ses neveux et nièces, c'était très important pour lui vu que Fabiola et lui n'ont pas pu avoir d'enfants, mais du coup ils étaient nourris par les nombreux neveux et nièces de Fabiola. Et également ceux de Baudouin, ça les faisait vivre. Après, des amis intimes, j'avoue que c'est un peu plus compliqué à dire, mais je n'ai pas l'impression. Ils vivaient vraiment leur vie en famille ou dans leur fonction, mais je ne pense pas que... Enfin, j'imagine qu'il avait quand même des amis comme tout le monde, mais il y avait une certaine distance, en tout cas, qu'il instaurait avec toutes les personnes qu'il rencontrait. Une anecdote, vous, que vous aimeriez partager pour terminer, Christian Laporte, une anecdote, vous venez d'évoquer tout à l'heure le voyage que vous avez réalisé avec le roi Baudouin en Corée du Sud. Une petite anecdote, un regard, un geste, un mot ? Oui, tout à fait. Là, de toute évidence, c'est la rencontre dont la petite délégation de journalistes, on était même pas une dizaine, si je me souviens bien,
télévision incluse, parce que les télés travaillaient avec une équipe commune de Reuters. Mais donc, on était vraiment dans une proximité très rapprochée du roi. Et lors d'une réception à la résidence de l'ambassade à Séoul, une très belle petite maison, eh bien, le roi avait un peu ouvert son cœur à l'ensemble des journalistes en parlant un peu de son désappointement quand l'on lui montre que les jolis aspects d'un pays et jamais vraiment tous les aspects, donc aussi la misère d'un pays. Oui. Et là, alors, il a commencé à nous évoquer sa propre jeunesse, comment au début de son règne, il s'était senti très proche, notamment de l'abbé Froidure, oui, et du travail que l'abbé Froidure faisait, notamment sur le terrain à Bruxelles et ailleurs. Et donc, à la limite, si ça n'avait dépendu que de lui, il aurait prévu, par exemple, une visite des quartiers pauvres de Bruxelles. Bon, à l'époque, c'est Barol qui tenait un peu la corde sur ce terrain-là, mais les autres quartiers à problème. Et la preuve, c'est que entre ce moment-là et son décès, il a continué dans cette voie-là. Et c'est notamment la rencontre avec Patsy Sørensen chez Payot à Anvers, où il s'est vraiment préoccupé du sort des jeunes femmes d'origine étrangère qui dans la prostitution, étaient exploitées dans la prostitution. Et c'est ce qui explique aussi qu'à ses funérailles, on a eu droit à cet extraordinaire témoignage de cette jeune Philippine qui n'a pas pu retenir ses larmes au moment où elle rendait hommage au roi Baudouin. Et donc ça, ce genre de souvenir restera très fort toujours. Mais toutes les rencontres avec le roi Baudouin, je l'ai suivi 2-3 fois aussi à Louvain-la-Neuve, parce qu'il suivait de très près le projet. Donc non seulement, on avait dû le convaincre que c'était une bonne chose, mais une fois qu'il avait été convaincu, il suivait de très près vraiment le projet, il se renseignait tout le temps, il avait des contacts avec la tête de l'UCL pour savoir si ça se passait bien et comment on pourrait éventuellement améliorer. Et ça, ça vous le rend encore plus, par sa force, sa fortitude même, comme on dirait, quand on voit finalement que le projet a été réussi. Donc, 50 ans après, la ville est non seulement là, mais elle est bien là, et qu'elle a surtout beaucoup contribué aussi au développement de la Wallonie. Tout à fait. Ce qu'on ne peut pas nécessairement dire de toutes les provinces de ce pays. Terminons cette émission avec un souvenir de l'amiral Charles Thibault de Mézières sur la vie de foi du roi Baudouin. Il était interrogé par Eric Cooper. C'est aussi un peu drôle ce que je vais dire, mais j'appelais le roi sire, n'est-ce pas ? C'est comme ça qu'on appelle le roi. Eh bien, parfois, quand je priais le Seigneur, je me trompais, et au lieu de dire Seigneur, je disais sire. Pour vous dire, pour moi, c'était vraiment le modèle par excellence de l'humain chrétien, mais de l'humanité. Il était très humain, quoi. Et très simple en réalité. Il était très simple, très facile d'accès. Il avait un humour très fort. Il aimait bien de dire des choses amusantes, quoi, vraiment. Ouais. Quand j'ai été à Motril, une année, c'était pour les vacances de Pâques, donc c'était la semaine sainte. Eh bien, très honnêtement, monsieur, je vais vous dire ceci. Je n'ai jamais vu quelqu'un, laïque ou prêtre, qui vivait la semaine sainte de cette manière-là. C'était extraordinaire, impressionnant. D'ailleurs, il allait tous les jours à la messe. Tous les jours. Il avait dans son appartement à Laeken une petite chapelle pour le roi et la reine, et l'aumônier venait, c'était le père Verhaeghe, l'aumônier privé du roi, qui venait dire la messe. Et le dimanche, c'était dans la chapelle du château, où tout le monde, enfin moi j'allais aussi à la messe, le personnel qui était là le dimanche pouvait venir à la messe avec eux, mais tous les jours c'était là. Et même si le roi était en voyage à l'étranger, l'ambassadeur était chargé d'organiser une messe. Tous les jours, il y avait la messe, tous les jours. Avant de commencer sa journée, il commençait par la messe. Ici prend fin notre émission spéciale sur le roi Baudouin que nous avons été très heureux de réaliser et de diffuser sur une RCF Belgique.
Pour retrouver cette édition spéciale en intégralité, rendez-vous sur le site ou l'application RCF, page de l'émission Édition spéciale sur le roi Baudouin. Et vous retrouverez à cette occasion nos 4 invités, le professeur Vincent Dujardin, l'amiral Charles Thibault de Mézières, Sarah Pousset, journaliste, et Christian Laporte, spécialiste de la famille royale belge. Merci pour votre fidélité sur une RCF.